stress around family side of things, that does overwhelm me quite a bit. But in terms of, doing the job and things like that, Le moment où j'ai entendu le prince William parler en direct à la télévision m'a paru inédit. Ce n'était pas un discours préparé, ni une formule anodine destinée à ne pas déclencher de réaction. C'était bref, maîtrisé et pourtant chargé d'émotions. Pendant qu'il parlait, j'ai senti quelque chose changer radicalement. Non seulement dans sa façon de se présenter, mais aussi dans ce qu'il était prêt à révéler publiquement. Ce n'était pas une rumeur, une fuite provenant des cercles du palais. Cela venait directement de lui, devant les caméras sans prévenir. Et c'est précisément ce qui a rendu la chose si choquante. Ce qui m'a immédiatement frappé, ce n'était pas seulement ce qu'il disait, mais la façon dont il le disait. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, aucune explosion émotionnelle. Au contraire, le calme avec lequel il parlait donnait plus de poids à ses paroles. C'était comme s'il avait consciemment décidé le silence n'était plus une option. Pendant des années, il était connu pour être quelqu'un de réservé qui dissimulait ses émotions et gardait ses conflits pour lui. Le fait qu'il parle maintenant, ouvertement et visiblement de la difficulté de l'année écoulée marquait une rupture avec ses habitudes. Quand il a décrit 2024 comme l'année la plus difficile de sa vie, j'ai été profondément touché. Non seulement parce qu'il a évoqué les maladies de sa femme Catherine et de son père, mais aussi parce qu'il a fait quelque chose de rare pour un futur roi, il a reconnu sa vulnérabilité. Pas de termes abstraits, pas de formules toutes faites, mais une reconnaissance directe de sa douleur et de son épuisement. Je me suis demandé s'il se rendait compte à quel point c'était inhabituel dans un contexte royal. Ou peut-être le savait-il parfaitement et l'avait-il fait délibérément. En l'écoutant, j'ai compris que cette déclaration ne se limitait pas à une simple interview ou à une apparition télévisée. Elle était le fruit d'années de pression, de tensions accumulées et de frustrations inexprimées. J'ai eu l'impression que William ne parlait pas seulement de maladie et de famille, mais aussi de limites, de ce qu'il accepte encore et de ce qu'il refuse, de ce qu'il est prêt à endurer à titre personnel et de ce qu'il ne veut plus voir normalisé au sein du système dans lequel il vit. Ce qui rendait ce moment particulièrement poignant, c'était le contexte. Il ne s'agissait pas d'un cadre formel avec un journaliste posant des questions pointues, c'était une conversation d'apparence détendue, presque informelle. C'est précisément pour cela que ces mots sonnaient plus bruts. Il ne semblait pas se soucier de l'effet que cela produirait, mais plutôt de ce qu'il avait à dire. J'ai eu l'impression que pour la première fois, il ne se concentrait pas avant tout sur le public, mais sur sa propre vérité. Et c'est rare dans un monde où chaque phrase est généralement filtrée. J'ai aussi remarqué la rapidité des réactions. En quelques minutes, les gros titres ont changé, les réseaux sociaux se sont enflammés et les commentateurs ont commencé à spéculer. Mais tandis que d'autres se concentraient surtout sur les conséquences de ses paroles pour sa relation avec son frère et Meghan, j'étais obsédé par quelque chose de plus fondamental. J'avais le sentiment que c'était un tournant dans la façon dont William se positionne. Il n'est plus seulement un médiateur ou une force discrète, mais quelqu'un prêt à fixer des limites. Ce qui m'a particulièrement intrigué, c'est qu'il n'avait pas besoin de parler explicitement de Meghan pour faire passer son message. Son insistance sur la famille, la protection de ses enfants et leur mise à l'abri de la pression médiatique semblait de prime abord universelle. Mais pour ceux qui connaissaient l'histoire dans son ensemble, la comparaison sous-jacente était indéniable, il ne s'exprimait pas en accusation mais en contraste. Et parfois, c'est bien plus percutant. J'ai commencé à me demander, s'agissait-il d'une rectification publique délibérée, d'une manière d'afficher ses propres valeurs sans chercher la confrontation directe, ou bien était-ce simplement un moment où la pression émotionnelle était devenue telle que la retenue était devenue impossible, peut-être les deux. Ce qui est certain, c'est qu'il a ouvert une porte qu'il est difficile de refermer. Ce moment télévisé a marqué pour moi le début d'un nouveau chapitre. Non pas parce que tout est désormais clair, mais parce que l'ancien équilibre a été définitivement bouleversé. William a montré qu'il ne réagit plus uniquement aux attentes, mais qu'il agit selon ce qu'il juge nécessaire. Cela soulève des questions sur la réconciliation, sur le leadership, sur le prix du silence comparé à celui de la parole. Et c'est peut-être là l'essentiel de l'impact de ce moment. Il ne s'agissait pas de sensationnalisme, mais de prise de position, d'un homme traçant une ligne sans l'affirmer explicitement. En revoyant les images, une question persistait, si ce n'est que le début de la prise de parole de William, qu'est-ce que cela signifie pour la suite ? Pour comprendre pourquoi ce moment télévisé a été si chargé de tension, il faut revenir à ce qui se tramait en coulisses depuis des années. Il ne s'agissait pas d'une déclaration isolée, mais de l'aboutissement d'un long processus où les tensions se sont accumulées sans jamais vraiment disparaître. Tandis que le public assistait à des incidents isolés, un conflit structurel autour des valeurs de la loyauté et des responsabilités se déroulait en coulisses.
Et c'est précisément ce qui rend cette situation si complexe. J'ai toujours eu le sentiment que le départ de Harry et Meghan en 2020 ne marquait pas tant le début de la rupture que le moment où des divergences préexistantes sont devenues irrémédiablement visibles. Dès lors, deux réalités parallèles ont coexisté. D'un côté, William, de plus en plus attaché à l'idée de continuité, de discrétion et de stabilité institutionnelle. De l'autre, Harry et Meghan privilégiaient l'ouverture, le mercantilisme et un récit centré sur leur expérience personnelle. Ces choix n'étaient pas seulement personnels, ils étaient aussi idéologiques. On oublie souvent le contexte dans lequel tout cela s'est déroulé. Ces dernières années furent non seulement éprouvantes sur le plan émotionnel en raison des conflits familiaux, mais aussi physiquement exténuantes à cause de la maladie. Je crois que les problèmes de santé de Catherine puis ceux du roi Charles ont joué un rôle déterminant. La maladie a tendance à recentrer les priorités, des points qui semblaient auparavant négociables deviennent soudainement non négociables. Je crois que durant cette période, William a non seulement dû prendre soin de lui-même, mais aussi redéfinir ce qui comptait vraiment pour lui. Ce mélange d'attention, de responsabilité et de pression a endurci les relations, non par froideur, mais par nécessité. Je vois William comme quelqu'un qui tolère de moins en moins l'ambiguïté. Là où l'on pouvait autrefois espérer renouer les liens, il semble désormais y avoir une prise de conscience grandissante. Certaines blessures ne se guérissent pas avec le temps. C'est une prise de conscience douloureuse, surtout lorsqu'il s'agit de famille. Mais c'est aussi un processus humain universel. Ce qui me frappe, c'est que l'attitude de William relève moins d'un ressentiment personnel que d'une rupture de confiance. Une confiance qui, selon lui, a été fondamentalement brisée, à travers des interviews publiques, des accords commerciaux et la réouverture constante de vieilles blessures. Chaque nouveau projet, chaque nouvelle déclaration venant de Californie semble éroder davantage cette confiance. Et à un moment donné, on ne parle plus de malentendus mais d'incompatibilité structurelle. Je pense que cela explique aussi pourquoi les tentatives de réconciliation, aussi bien intentionnées soient-elles, ont peu de chances de succès. Pour le roi Charles, le désir d'harmonie est primordial. Il se voit comme un père qui souhaite réunir ses fils, d'autant plus que sa santé est fragile. C'est compréhensible et humain. Mais William voit les choses différemment. Il pense non seulement comme un frère, mais aussi comme un futur chef d'État. Pour lui, la question est la suivante: que signifie la réconciliation pour la crédibilité de la monarchie ? Dans cette analyse, les coûts émotionnels semblent subordonnés aux risques structurels. Cela peut paraître dur, mais cela convient à quelqu'un qui a grandi avec l'idée que les sentiments personnels doivent parfois céder le pas à une vision d'ensemble. Ce qui rend cette situation si poignante, c'est que cette attitude même se heurte aujourd'hui au désir contemporain d'honnêteté et de transparence émotionnelle. William se trouve à la croisée de deux époques, une position pour le moins délicate. Je me retrouve moi aussi confronté à ce dilemme. D'un côté, je comprends la nécessité de fixer des limites. De l'autre, il est douloureux de constater à quel point les conflits familiaux semblent s'enliser. La question qui revient sans cesse est de savoir s'il reste encore une place pour la nuance, si tout est devenu si polarisé que le moindre pas vers l'autre camp est perçu comme une faiblesse. C'est peut-être là le drame de cette situation, que les deux camps se croient rationnels et indispensables tout en s'éloignant toujours plus les uns des autres. Ce passage me fait clairement comprendre que les propos télévisés de Williams n'avaient pas pour but premier de choquer, mais d'affirmer une position. Il n'a pas seulement évoqué une année difficile, mais aussi une limite atteinte, un point où les anciennes stratégies ne fonctionnent plus. Le silence l'attente et l'espoir d'un rétablissement naturel semblent avoir perdu leur efficacité. Je me demande si cette prise de conscience commence à s'installer au sein de l'opinion publique, que ce n'est pas un conflit temporaire, mais une fracture structurelle profondément enracinée dans des visions du monde différentes. Si tel est le cas, notre vision de l'avenir changera également. Non plus en termes de quand la réconciliation aura-t-elle lieu, mais de comment les deux camps pourront-ils continuer à vivre l'un sans l'autre. C'est peut-être là la réalité dérangeante qui sous-tend tout cela. Certaines histoires ne connaissent pas de fin heureuse, mais s'éteignent dans la distance et le silence. Et accepter cela est parfois le seul moyen d'avancer. La question que je souhaite laisser en suspens est la suivante: à quel moment s'accrocher à la réconciliation devient-il une forme de déni, et à quel moment lâcher prise devient-il un acte d'instinct de survie? Quand je réfléchis à la place de Meghan dans cette histoire, je constate que son nom est souvent utilisé comme un symbole plutôt que comme une personne. Pourtant, je ne peux m'empêcher de remarquer qu'elle incarne plus que quiconque le point de rupture où la confiance a fait place à la suspicion. Non pas qu'elle soit la seule responsable de tout ce qui a mal tourné, mais parce que sa présence au sein de la famille royale a révélé un conflit fondamental entre les attentes et la réalité. Et c'est précisément ce conflit qui semble insurmontable pour William. Ce qui me frappe, c'est que William parle rarement directement de Meghan. Son rejet ne se manifeste pas par des accusations publiques, mais par des décisions, des silences et des symboles. Cela rend peut-être sa position moins visible, mais non moins claire.
Dans son univers, ce ne sont pas les intentions qui comptent, mais les conséquences. Et les conséquences de ce qu'il perçoit, comme des attaques publiques incessantes contre la monarchie, semblent avoir plus d'importance à ses yeux que des déclarations individuelles ou rétrospectives. J'essaie d'imaginer ce qu'il doit ressentir. Une personne extérieure à l'organisation intègre un système qui repose sur la discrétion, la loyauté et la responsabilité collective. Lorsque cette personne prend ensuite publiquement ses distances et critique le système, les membres de l'organisation le perçoivent non comme une expression de soi, mais comme une trahison. On peut discuter de la justesse de cette interprétation, mais elle explique pourquoi William est si peu nuancé. À ses yeux, la limite a été franchie depuis longtemps. Ce qui aggrave encore la situation, c'est la répétition. Il ne s'agit pas d'une simple interview d'un livre ou d'un documentaire. C'est une succession d'événements qui rouvrent de vieilles blessures. À chaque fois, la confiance semble s'éroder davantage. J'imagine que William en est arrivé à un point où il ne considère plus les événements isolément, mais plutôt l'ensemble du problème. Et il est difficile d'ignorer les schémas récurrents, surtout lorsqu'on est responsable de l'avenir d'une institution. Je constate que mon propre jugement n'est pas tranché. Je comprends aussi que le point de vue de Meghan découle d'une injustice perçue, d'un sentiment d'insécurité au sein d'un système qui tolère peu de déviations. Cela rend son histoire compréhensible, même si on ne la partage pas entièrement. Mais comprendre n'implique pas automatiquement accepter. Et pour William, cette distinction semble cruciale. Il peut éprouver de l'empathie sans pour autant en annuler les conséquences. Ce qui m'intrigue le plus, c'est à quel point ce conflit repose sur la définition de la loyauté. Pour Meghan et Harry, la loyauté envers eux-mêmes et leur propre histoire semble primordiale. Pour William, la loyauté est indissociable de l'institution et de son rôle. Ces deux formes de loyauté s'opposent non pas par hasard, mais de manière structurelle. Et tant que ce conflit persistera, toute tentative de réconciliation semble vouée à l'échec. Je pense que cela explique aussi pourquoi William perçoit Meghan comme un risque structurel et non simplement comme une parente avec laquelle il ne s'entend pas. À ses yeux, elle représente une façon de penser qui s'oppose à la pérennité de la monarchie dans la sphère publique. Non pas que le changement soit intrinsèquement mauvais, mais parce qu'un changement sans limite est déstabilisant. Et pour lui, la stabilité n'est pas un idéal abstrait, mais une nécessité pratique. Le plus douloureux, c'est que cette analyse laisse peu de place à la réconciliation personnelle. Même si les émotions s'apaisent et les divergences fondamentales demeurent, je me demande si William ressent la même chose, ou s'il déplore l'idée d'un lien familial étroit à jamais perdurer, tout en restant convaincu du bien fondé de ses choix. Cette tension intérieure me paraît immense. Ce que je remarque également, c'est la façon dont cette attitude était perçue par le public. Certains le considèrent comme dur et inflexible, d'autres comme courageux et intègre. Cette division reflète le débat sociétal plus large sur la distinction entre fixer des limites et faire preuve d'empathie. À quel moment la compréhension devient-elle tolérance? Et à quel moment l'instinct de protection se transforme-t-il en froideur? Ce ne sont pas des questions auxquelles il est facile de répondre et c'est peut-être précisément pourquoi cette histoire continue de susciter autant d'émotions. Pour moi, cette partie est au cœur du conflit. Non pas les déclarations publiques ni les décisions financières, mais la divergence fondamentale de leur vision du monde. Tant que cette divergence persistera, Meghan restera aux yeux de William non seulement une personne, mais le symbole de tout ce qu'il cherche à empêcher. Quant à savoir si cela est justifié, je ne me prononcerai pas. Mais cela explique sa détermination. La question que je souhaite laisser en suspens est certes dérangeante, mais essentielle. Une famille peut-elle guérir lorsque le cœur du conflit n'est pas émotionnel, mais idéologique? Ou bien la distance est-elle parfois le seul moyen de limiter les dégâts, aussi douloureux soient-ils? Pour moi, la nomination de Jason Knopf a été le moment décisif. Si les mots peuvent encore prêter à interprétation, les actes, eux, sont on ne peut plus clairs. Il ne s'agissait pas d'un choix de personnel anodin, d'une nomination technique déconnectée du contexte global. C'était un signal. Un signal si clair qu'il devenait presque impossible de l'ignorer ou de le minimiser. À cet instant, j'ai compris que William ne cherchait plus à apaiser les conflits, mais à façonner sa propre structure de pouvoir. Ce qui rend cette nomination si délicate, ce n'est pas seulement l'identité de Knopf, mais aussi ce qu'il représente. Dans l'imaginaire collectif, il est indissociable des tensions internes entourant Meghan. En le proposant maintenant et même en lui confiant un rôle central dans l'un de ses projets les plus importants, William affirme sa position sans équivoque. Il ne s'agit ni de pardon, ni de réconciliation. Il s'agit de loyauté, de savoir à qui il fait confiance et quel comportement il souhaite récompenser. J'ai ressenti une certaine froideur en moi en assimilant cette nouvelle. Non pas que la décision me surprenne, mais parce qu'elle me paraît si définitive. Alors que les étapes précédentes pouvaient encore être perçues comme des mesures temporaires, ce choix semble structurel. Comme si William avait consciemment tracé une ligne qu'il ne reviendrait pas. Je me demande alors s'il voit cela comme la fin d'un chapitre, ou plutôt comme le début d'une nouvelle phase où il mettra en œuvre plus activement sa vision.
Ce qui m'intrigue, c'est la minutie avec laquelle cette décision semble avoir été préparée. Le moment choisi, le contexte, le choix des mots, rien ne paraît impulsif. Il ne s'agit pas d'une réaction émotionnelle, mais d'une manœuvre stratégique. Guillaume semble agir selon une vision à long terme façonnant déjà sa vision du règne. Et dans cette vision, l'ambiguïté et la loyauté tiède n'ont guère leur place. J'imagine que cette nomination a eu un impact considérable en interne. Pour le personnel du palais, elle envoie un message clair, ceux qui agissent avec professionnalisme et protègent l'institution seront soutenus. Cela peut être rassurant, surtout après des années d'incertitude et de division. Parallèlement, elle creuse un fossé avec les Sussex, un fossé difficilement réparable. Travailler avec une personne au passé aussi tumultueux rend toute collaboration pratiquement inconcevable. Ce qui me paraît intéressant, c'est que cette décision reflète aussi le style de leadership de Williams. Il semble moins se soucier de la réaction générale à ses choix que de leurs conséquences pour l'institution elle-même. C'est un changement par rapport aux années précédentes où la prudence et l'évitement des conflits étaient essentiels. Je me demande si ce changement découle de l'expérience d'une déception ou de la prise de conscience qu'il doit se préparer à un rôle où la capacité de décision prime sur le consensus. Parallèlement, cela soulève pour moi des questions de proportionnalité. Cette nomination est-elle purement professionnelle et justifiée ou contribue-t-elle inutilement à une escalade du conflit ? Un futur roi peut-il se permettre d'envoyer des signaux aussi clairs dans un conflit familial déjà si polarisé ? Ou est-il réellement nécessaire de clarifier la situation même si cela implique de rompre définitivement certains liens ? Je sais bien qu'il n'existe pas de réponse simple à cette question. Ce que je constate, c'est que William crée un précédent. Il démontre que le passé, la réputation et la loyauté sont inextricablement liés aux opportunités et aux postes. C'est un message fort mais aussi risqué. Car qui, en fin de compte, définit ce que signifie la loyauté et où se situe la limite entre protection et exclusion ? À mon sens, ce passage marque le moment où la stratégie prime sur l'émotion. La nomination de Knopf n'est pas un choix fortuit, mais s'inscrit dans une tendance plus large où William trace de plus en plus sa propre voie. Une voie qui laisse moins de place à la reconstruction des anciennes relations et privilégie le contrôle et la clarté. Reste à savoir si cela contribuera à une stabilité durable. La question que je me pose et que je souhaite également vous poser est la suivante: à quel moment la clarté devient-elle une forme de pouvoir et à quel moment ce pouvoir se transforme-t-il en rigidité ? Et plus important encore, un futur monarque a-t-il intérêt à fermer des portes ou à les laisser ouvertes, même au prix de risques ? Quand la nouvelle est tombée que William voulait rompre définitivement ses liens financiers avec Harry et Meghan, j'ai eu le sentiment que ce conflit était devenu un irréversible. On peut se rétracter, oublier des interviews et même, en théorie, annuler des nominations symboliques. Mais l'argent, c'est différent. Les décisions financières ont une rigueur qui laisse peu de place aux nuances émotionnelles. Elles figent ce qui, auparavant, semblait fluide. Et c'est précisément pour cela que cela m'a tant marqué. J'ai eu l'impression que la distance s'était muée en structure. J'ai commencé à comprendre que cette décision va bien au-delà de la simple suppression d'une subvention. Il s'agit de redéfinir les responsabilités. William ne semble pas agir par vengeance, mais par conviction de principe. On ne peut pas à la fois se distancer de l'institution et continuer à en tirer profit financièrement. Cela paraît logique, presque pragmatique. Mais dans un contexte familial, cette logique prend une tournure inattendue. C'est le passage d'un conflit émotionnel à une politique juridique et financière. Ce qui rend cette décision si cruciale, c'est le moment choisi. Alors que de nombreuses familles britanniques sont confrontées à la hausse des coûts et à l'incertitude économique, Harry et Meghan continuent de développer ostensiblement des projets commerciaux où leur titre et leur notoriété jouent un rôle central. J'imagine que William trouve cela problématique non seulement d'un point de vue moral, mais aussi au regard de son futur rôle de roi. La question sous-jacente est fondamentale: comment gagner la confiance du public en période d'inégalité ? Je constate que cette rupture financière suscite en moi un sentiment de froideur, mais aussi d'inévitabilité. Tant qu'il existera des liens financiers, il y aura des attentes, des créances et des dépendances. En rompant ces liens, William élimine toute zone d'ombre. Il affirme en substance: il n'y a plus de système partagé. C'est brutal, mais aussi lucide. Et la clarté semble être une valeur qu'il attache de plus en plus à l'importance. Ce qui m'intrigue, c'est la clairvoyance dont témoigne cette décision. Il ne s'agit pas seulement d'une réaction à la situation actuelle, mais d'une anticipation de scénarios futurs, possibles, échecs commerciaux, atteinte à la réputation, voire risque de litige au sein d'un mariage mis à rude épreuve. C'est difficile à admettre, mais ces considérations jouent indéniablement un rôle. William ne raisonne pas seulement en frère, mais aussi en garant d'un héritage qui dépasse le cadre des relations individuelles. Pourtant, une tension morale persiste. À quel moment la discipline financière devient-elle une forme de punition et qu'en est-elle qu'une simple conséquence de choix faits ? Je comprends les deux points de vue.
Harry et Meghan ont consciemment choisi l'indépendance et la liberté commerciale. L'indépendance financière en fait partie. Parallèlement, il est déchirant de constater que ce choix conduit à une rupture totale sans filet de sécurité, sans possibilité de retour en arrière. Ce qui rend cette situation particulièrement douloureuse, c'est que l'argent représente le dernier rempart. Une fois ce rempart rompu, il ne reste plus grand-chose pour espérer une réconciliation. Plus de projets communs, plus d'intérêts partagés, plus aucune raison concrète de maintenir le contact. La relation passe de complexe à inexistante. Cette prise de conscience rend cette décision si difficile, même si elle semble rationnellement justifiée. Je me demande ce que cela donne vu de l'intérieur. Pour William, sans doute un ordre nécessaire. Pour Harry, peut-être un rejet définitif. Et pour le public, un aperçu troublant de la façon dont même les familles les plus privilégiées sont finalement confrontées aux mêmes choix difficiles que tout le monde, où se situe la limite entre aider et laisser partir. Ce différend financier révèle toute la profondeur du conflit. Il ne s'agit plus de mots ou de perceptions, mais de structures conçues pour perdurer. Cela ne rend pas la réconciliation impossible, mais la rend extrêmement improbable. Comment renouer avec une relation dont les fondements mêmes ont été détruits ? La question ouverte que je souhaite soulever ici dépasse le cadre de cette famille. L'indépendance financière peut-elle véritablement exister sans indépendance émotionnelle? Et une fois que l'argent sert à définir des limites, est-il possible de revenir en arrière ou la distance deviendra-t-elle inévitablement la nouvelle norme? Au vu de tout ce qui s'est passé ces dernières années, j'ai l'impression que ce conflit dépasse désormais le cadre des individus impliqués. Il ne s'agit plus seulement de William, Harry et Meghan, mais de la façon dont une monarchie séculaire peut survivre à une époque où histoire personnelle, intérêts commerciaux et morale publique s'affrontent constamment. Ce qui se passe aujourd'hui ressemble moins à une querelle familiale qu'à un repositionnement structurel du pouvoir des valeurs et de la vision de l'avenir. En envisageant l'avenir, je me surprends à réfléchir principalement à ce que cela signifie pour William en tant que futur roi. Les choix qu'il fait actuellement donnent un aperçu de son leadership. Il démontre sa volonté de prendre des décisions impopulaires s'il les juge nécessaires à la stabilité à long terme. Certains percevront cela comme de la froideur ou de l'intransigeance, tandis que d'autres y verront une preuve de maturité et de nécessité. La question n'est pas de savoir s'il peut satisfaire tout le monde, mais s'il peut tracer une voie qui assurera la pérennité de l'institution. Ce qui me frappe, c'est la nette préférence de William pour la prévisibilité et le respect des limites au détriment de la flexibilité émotionnelle. À l'heure où les personnalités publiques partagent de plus en plus leurs sentiments et mettent en avant leur histoire personnelle, il fait le choix inverse. Il trace des lignes fermes des portes et réduit au minimum la place à l'interprétation. Ce n'est pas une stratégie populaire, mais elle peut s'avérer efficace, surtout au sein d'un système qui repose sur la confiance et la continuité. En même temps, je me demande quel est le prix à payer. Chaque porte fermée réduit l'espace pour la guérison. Chaque différend financier et organisationnel creuse le fossé entre les frères. Même si les émotions s'apaisaient, les structures, elles demeureraient. Et les structures sont tenaces. Elles survivent aux sentiments. C'est peut-être là le nœud du problème, mais cela évoque aussi une sorte de deuil silencieux pour ce qui ne sera plus jamais. Pour Harry et Meghan, cela signifie probablement que le retour à la monarchie est définitivement impossible. Non seulement sur le plan pratique, mais aussi symbolique. Leur vie en Californie, leurs projets commerciaux et leur image publique sont désormais indépendants de la monarchie britannique. Cela leur offre une certaine liberté, mais aussi un isolement. Sans protection institutionnelle, chaque faux pas est exposé au grand jour et chaque échec est vécu personnellement. Je me demande si à long terme cette réalité ne l'emportera pas sur l'autonomie qu'ils ont acquise. Pour le public, ce conflit revêt une toute autre signification. Il nous oblige à reconsidérer nos propres attentes. Souhaitons-nous une monarchie qui s'adapte aux récits individuels ou une monarchie qui maintient une distance pour se protéger? Privilégions-nous l'empathie à la cohérence ou l'inverse? La diversité des réactions montre qu'il n'existe aucun consensus sur ce sujet. Et peut-être n'est-il pas nécessaire qu'il y en ait un. Ce que je constate, c'est que cette situation a mis fin aux illusions. L'illusion d'une unité familiale allant de soi. L'illusion que le temps guérit toutes les blessures. L'illusion que le silence public équivaut toujours à une réconciliation en coulisses. Désormais, nous sommes confrontés à une réalité où les choix ont des conséquences et où la loyauté se mesure aux actes et non aux liens du sang. Pour l'avenir, je ne m'attends plus à des confrontations spectaculaires. Ni grandes déclarations, ni attaques de frontale. Le silence qui s'est installé semble désormais définitif. Et c'est peut-être là la conséquence la plus profonde, non pas la dispute elle-même, mais l'absence de dialogue. Le silence comme aboutissement et non comme pause. La question que je souhaite vous poser, chers lecteurs, est la suivante: que nous apprend cette histoire sur notre rapport aux conflits au pouvoir et à la famille? Quand est-il nécessaire de rester fidèle à ses principes et quand cela devient-il une forme d'isolement volontaire?
Il n'y a pas de réponse simple, et c'est précisément pour cela que cette histoire continue de résonner si profondément en nous. Ce qui est certain, c'est que la monarchie ne sera plus jamais la même après cette période, et cela vaut probablement aussi pour ses proches. L'avenir dira si ces choix difficiles mèneront à la stabilité ou à une aliénation durable, voire les deux à la fois.